Bonjour à toutes et tous pour ce nouveau midi. Ça se précipite un peu. Donc aujourd'hui, nous avons ce midi avec Pierre et demain un midi avec Nicolas Dotte-Pouillard qui est de passage puisqu'il vit à Beyrouth. Donc on l'a saisi au passage pour nous parler du Liban après la victoire électorale du Hezbollah. C'est pas un thème bien connu et bien couvert par les médias chez nous. Aujourd'hui, c'est un livre très important, je trouve, très original, que je vous incite d'emblée à acheter et à lire. Euh, Éventuellement, Pierre fera des dédicaces, parce que c'est un renversement de notre perspective. C'est-à-dire qu'en général, à l'IREMO, dans les thèmes que nous abordons, on regarde le monde d'en haut. C'est la géopolitique d'en haut. Et là, avec le livre de Pierre, c'est l'inverse, on regarde le monde d'en bas. C'est-à-dire depuis la Terre, pas la Terre planète, mais la Terre Terre, qui nous incite à réfléchir sur qui la possède, qui la cultive, comment elle est partagée, que sont les réformes agraires, que sont-elles devenues, comment sont-elles empêchées. Bref, il y a tout un voyage auquel Pierre nous convie à travers la planète et ses différents continents. Et au passage, et c'est quand même là-dessus qu'on va centrer peut-être notre approche, on s'arrête sur des régions qui nous concernent ici particulièrement. Je veux dire les États qui entourent la Méditerranée, notamment ceux du Proche et du Moyen-Orient, même si au Moyen-Orient, on n'entoure pas vraiment la Méditerranée. Mais c'est un grand livre parce qu'il est à la fois très pointu, très, j'allais dire sérieux, mais oui, aujourd'hui, ça devient une qualité rare, les livres sérieux, et en même temps très accessible. La preuve, c'est que même moi, j'ai réussi sans problème à le lire et à essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Et il reconstruit des cohérences qu'on n'a pas l'habitude d'examiner, voire qu'on a oublié, tout bêtement. Je vais vous en donner quelques exemples en guise d'apéritif et pour vous donner envie de lire le livre. Par exemple, on redécouvre que dans les années 20 et 30 du XXe siècle, la caractéristique commune à tous les fascismes, notamment Italie, Espagne et Portugal, ça a été d'empêcher ou de remettre en cause des réformes agraires qui avaient été engagées, ou pouvaient être engagées, au profit évidemment des seuls grands propriétaires. J'ai été ébahi, je dois dire, de découvrir que dans les quelques années de la République espagnole et du Front populaire, la réforme agraire avait permis à un tiers des terres de l'Espagne de changer de main. Ce qui est quand même tout à fait énorme et explique sans doute la violence, pour une part, du pouvoir franquiste. Autre exemple, le poids du rétrécissement des propriétés agricoles en Syrie, qui a amené les paysans qui étaient alliés du Baas, traditionnellement, à se retrouver au premier rang, au pluriel, de la révolte de 2011. Troisième exemple, la Nakba palestinienne, on en parle évidemment en ce moment pour des raisons évidentes, mais on a en tête l'expulsion de 800 000 Palestiniens. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi la loi sur les propriétés absentes, ou les propriétaires absents, qui a permis au jeune État d'Israël de s'emparer en quelques années de 40% des terres arabes et d'installer 300 kibbutz et moshav. C'est aussi ça, la Nakba. On n'a pas en tête. Autre exemple qui pourra vous étonner, moi ça m'a étonné en tout cas, le grand réformateur Mustafa Kemal, qui a quand même bouleversé la Turquie post-ottomane, eh bien il n'a jamais fait de réforme agraire. C'est une dimension qui aurait pu être une dimension importante de sa politique, qu'il n'a pas faite parce qu'il ne voulait pas rompre son alliance avec les grands propriétaires kurdes. Ce n'est pas une chose qu'on
qu'on connaît. Encore un exemple, le rôle qu'ont joué les paysans, c'est une jolie expression de Pierre, dépaysanné, dans le caractère antidémocratique et puritain du pouvoir khoméniste en Iran. Parce qu'ils ont été un élément essentiel de la base du pouvoir. Dernier exemple, après ce serait trop long d'en prendre beaucoup, Pierre va développer son approche, le fait que l'Arabie saoudite, avec la création de grandes structures agricoles dans le désert, irriguées grâce aux nappes d'eau fossiles, était devenue, à un certain moment, elle ne l'est plus je crois, mais était devenue exportatrice de céréales. Tout ça pour dire qu'on est vraiment dans un monde beaucoup plus fondamental qu'on ne le pense. On est au cœur d'une des dimensions d'explication de l'histoire. On pourrait faire l'histoire à travers la propriété de la terre, les réformes agraires et les contre-réformes agraires. Ça suffirait à raconter un bon bout de l'histoire de l'humanité. Alors pour le faire, évidemment, il fallait quelqu'un qui en maîtrise parfaitement les données. Donc c'est Pierre Blanc, qui est ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, docteur en géopolitique, je lis ma feuille, enseignant à Bordeaux Sciences Agro et à Sciences Po Bordeaux. Il est également professeur invité à l'Université Saint-Joseph, je pense, de Beyrouth, à Sciences Po Lyon, à l'ENA, au Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes. Il est rédacteur en chef, bien sûr, de la revue Confluence Méditerranée et il dirige aussi la collection Bibliothèque de l'IREMO, dans laquelle nous publions régulièrement des essais. J'ajoute, ça n'était pas sur l'annonce, mais ça me paraît important de le dire quand même, qu'il vient d'écrire avec Jean-Paul Chagnolot Israël face à Israël, promesses et dérives d'une utopie, chez Autrement, que je vous conseille aussi, parce que c'est un livre qui a une approche très originale du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Alors la règle du jeu, tout le monde la connaît, Pierre évidemment aussi, donc il a 30 minutes pour nous présenter son approche de cette thématique, et puis ensuite on aura tout le loisir de discuter avec lui, et puis je le relancerai éventuellement si nécessaire, mais je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. À toi. Alors bonjour. C'est bon ? Bonjour, très heureux d'être parmi vous. Je te remercie Dominique, je remercie l'IREMO, qui est un peu une partie de ma famille quand même. Je te remercie Dominique d'avoir si bien présenté le livre et on pourrait presque passer aux questions, tellement tu as dit les choses comme un lecteur qui a lu le livre et ça me fait très plaisir. C'est la moindre des choses. Oui, mais non, mais je veux dire, tu as relevé des exemples qui sont, je trouve, très significatifs de l'approche que j'essaie de. Je ne suis pas Bernard Pivot. Que j'essaie d'avoir. Alors, je vais un peu prolonger ce que tu as dit, en essayant de ne pas être trop long, et on prolongera évidemment surtout par les questions. Peut-être dire l'origine de ce livre, qui parle du monde. Je suis ambitieux, peut-être un peu prétentieux à parler des affaires du monde. Par le bas, en essayant de croiser les trajectoires du haut par une lecture du bas, en quelque sorte, comme tu l'as très, très justement dit. C'est à la fois un parcours de chercheur, un parcours de voyageur, un parcours aussi familial. Le parcours de chercheur parce que, voilà, à la fois agronome et géopolitologue, et donc m'intéressant beaucoup à la question de la violence, du conflit, en particulier au Moyen-Orient, en Méditerranée, donc avec notamment Jean-Paul, avec qui nous partageons l'écriture souvent. Et dans ces rivalités-là, dans ces conflits-là, je m'intéresse en particulier au soubassement des ressources, parce que, pour reprendre toujours une expression de Georges Combe que j'aime bien, il dit il faut avoir une analyse profonde des conflits. Et la ressource, la terre, l'eau, le pain sont déterminants dans ces conflits-là. Donc j'essaie de croiser ces dimensions de violence, de conflit avec ce soubassement foncier. Ça, c'est l'approche du chercheur. Les voyages aussi, parce que en voyageant, je me suis rendu compte à quel point cette question des ressources était assez prégnante dans l'histoire politique
L'histoire par le haut avait souvent des soubassements par le bas. Le sol, en particulier en Amérique latine, dans l'Europe, notre vieille Europe. Voilà des exemples que j'ai vus où cette question de la terre était assez déterminante dans les histoires, dans certaines séquences contemporaines de leur histoire politique. Et puis il y a une petite, sans doute, origine familiale, puisque moi-même fils d'agriculteur, vivant dans une région où la question de la terre, elle a été il y a longtemps réglée, mais elle a été au cœur, non pas de la macro-politique, mais de la micro-politique dans les années 1910-1920, la question du statut de ce qu'on appelait les métayers. Voilà. Donc c'est à la fois le croisement de mes recherches, de mes voyages et de cette origine familiale qui m'ont conduit à faire ce livre. Ce livre porte sur le monde, comme je disais, parce qu'effectivement, ce que je trouve intéressant, c'est de donner à voir cette importance de la terre partout. Partout. En croisant des travaux d'historiens, beaucoup plus chevronnés que moi, et en croisant des travaux d'agronomes spécialistes du foncier, beaucoup plus chevronnés que moi. Je crois que ce qui manquait, et ce qui manque de façon parfois assez souvent dans la recherche, c'est une sorte de transversalité, de dialogue entre disciplines, entre regards. Et donc c'est ce que j'ai essayé modestement de faire dans cet ouvrage. Donc l'ouvrage se décline en 5 parties qui correspondent à différentes régions du monde. Qu'est-ce que je relève comme ligne de force avant de venir à la région? Mais il ne faut pas que je sois trop long parce que comme ligne de force, il y en a vraiment 2. À la fois que la terre est un terreau du politique, c'est-à-dire que l'histoire de la concentration de la terre ou de la mauvaise distribution de la terre a été déterminante dans bien des séquences politiques au XXe siècle jusqu'à maintenant. L'histoire a créé de l'inégalité d'accès à la terre partout, sauf aux États-Unis. On pourra en reparler dans la discussion. Et en retour, cette inégalité d'accès à la terre a contribué à produire de l'histoire, des rébellions, des révoltes, des mobilisations, des dérives autoritaires. Ça, c'est la première ligne de force du bouquin, c'est la plus centrale. Et on retrouve cette idée partout, avec des régions qui sont très idéal-typiques de ce couple terre politique, l'Amérique latine, l'Amérique centrale. Comment comprendre la question des FARC en Colombie si on ne s'intéresse pas à la question de la terre? Comment comprendre les oligarchies foncières, les dérives autoritaires de l'Amérique latine dans les années 80-90, on y revient d'ailleurs, si on se départ de cette question de la terre? Comment comprendre une grande partie de l'histoire de l'Asie aussi si on ne s'intéresse pas à cette question de la concentration de la terre? Je prends un exemple, la Révolution chinoise. La Révolution chinoise. C'est un moment agropolitique. Moi, je parle de moments agropolitiques, c'est-à-dire des moments où on est dans une société majoritairement rurale, où la question sociale est encore la question agricole et derrière la question de la terre. C'est ça qui fait le moment agropolitique. Alors, on a plus ou moins réglé vite ce moment agropolitique au gré du basculement du rural vers l'urbain. Voilà. Et on retrouve ça, bien sûr, en Europe, je vais y venir rapidement, et en Afrique, et au Moyen-Orient. On va y venir. Donc partout dans le monde, on peut avoir cette articulation entre les structures socio-agraires et l'histoire politique. Donc c'est la thèse centrale. Après, il y a une deuxième dimension avec des sous-dimensions, c'est qu'est-ce qu'on fait de la terre quand on a le pouvoir? Ou qu'est-ce qu'on fait de la terre? Eh bien, pour ceux qui font des relations internationales, il y a derrière la question de la puissance. On oublie que la terre a contribué à la puissance, qui est une notion assez centrale des relations internationales. On ne va pas parler de la question de la puissance ici, mais on oublie que ça a pu être conditionné en particulier par la terre, et ça l'est encore aujourd'hui. La puissance comme capacité à faire, à empêcher de faire, à refuser de faire ou à faire faire. Si je reprends une définition qui n'est pas de moi, les États-Unis. Comment comprendre une partie de la puissance, une partie du répertoire de la puissance repose sur la terre aux États-Unis. Le dispositif
d'endiguement de l'Union soviétique pendant la guerre froide a été largement soutenu par la capacité qu'ont eu les États-Unis à distribuer l'aide alimentaire. Quand on cartographie l'aide alimentaire, on est frappé de voir la superposition entre le cordon d'endiguement et les zones d'attribution de l'aide alimentaire. C'est pour ça que je dis que c'est pas une vue de l'esprit. La puissance s'est jouée là aussi. Et à contrario, la Russie et la Chine se sont effondrées aussi par le choix, parce qu'elles ont fait ces pays de la terre, par les structures qu'elles ont choisi de développer ou de mal développer. Ça correspond à c'est une partie de l'effondrement soviétique et chinois. Et aujourd'hui, la Russie qui revient dans le jeu revient aussi en partie. Il ne faut pas en faire le tout, évidemment. Moi, je ne veux surtout pas réduire. C'est pas parce je le dis une fois, c'est pas parce que je regarde la Terre que j'en fais le tout de l'explication. Non, je ne tombe pas dans ça, ce serait vraiment ridicule. Mais la Russie se sert de ces céréales pour revenir aussi dans le jeu. Voilà, au Proche-Orient. Bon. Voilà. Bon, sur la puissance, c'est un élément donc, de cette dimension de comment les pouvoirs se servent de la Terre. Ils se servent aussi de la Terre, c'est un deuxième élément que je regarde dans le livre, pour reconfigurer des territoires mosaïques. À la faveur de réformes agraires, par exemple, on va prendre la terre à des minorités qu'on veut faire déguerpir ou qu'on veut disqualifier pour la redonner à des groupes qu'on veut majoritaires dans le paysage. Je prendrai des exemples au Proche-Orient tout à l'heure. Mais les Chinois font pareil. Ils se sont servis au Tibet de la réforme agraire pour siniser, pour introduire des Han dans la région du Tibet. Au Xinjiang, c'est pareil. Et il y a plein d'exemples comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la terre? On en fait un objet ou non de puissance, on en fait un objet de reconfiguration du territoire. Et puis, c'est intéressant, pour finir dans cette introduction, qui m'amène presque à la fin du propos, qu'est-ce que font les pouvoirs de la terre? Eh bien, ça permet c'est un beau prisme idéologique de l'éthos, plus largement, de ces pouvoirs. Le socialisme agraire, le libéralisme, on le voit particulièrement dans ce domaine. Donc, observer la terre, c'est vraiment faire une observation au plus près des choix idéologiques, mais également, puisque je parle plus largement de l'éthos, c'est ce qu'on peut appeler les prédations. La terre, encore aujourd'hui, est un objet de prédation privilégiée dans des régimes plutôt autoritaires. Voilà. Alors, voilà l'introduction. Comment tu appliques cette grille de lecture aux régions qui nous concernent? Voilà. Alors, là, j'ai combien de temps maintenant, donc? Tu as 10 minutes sans problème. Pas plus. Bon, alors... Un quart d'heure. Alors, donc, écoutez, moi je crois qu'il faut privilégier le temps des questions. On peut avoir une approche bloc par bloc en Méditerranée, au Moyen-Orient, puisque c'est quand même... On est à l'IREMO. Donc, je vous ai beaucoup parlé de l'hors Méditerranée, on va venir sur la Méditerranée. Il y a 3 blocs qui se distinguent par leur histoire, par leur moment agropolitique, c'est l'Europe, le Maghreb et le Proche-Orient, le Moyen-Orient. Bon. L'Europe a connu un moment agropolitique précoce dans les années 20. Le Maghreb, c'est plus tard et moins massif, et puis le Moyen-Orient, c'est aussi plus tard. Alors, tour à tour, l'Europe. Si j'applique ce que je viens de dire. L'Europe, donc, a connu, on ne peut comprendre les dérives autoritaires de la Méditerranée du Sud, de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, si on ne s'intéresse pas justement à la structure foncière, profondément inégalitaire dans cette région. Dans les années 20, où la population était massivement rurale, la question sociale était la question de la terre, vraiment. Avec donc une grande propriété qui, du point de vue politique, donnait lieu à une oligarchie foncière et des conditions de vie très précaires pour les journaliers ou pour les paysans sans terre qui étaient des métayers. Et cette structuration foncière, on pourra en parler dans les questions si vous le souhaitez, eh bien, elle remonte au XIXe siècle, pour ainsi dire, même si elle prend déjà sa source bien en amont. Autrement dit, je prends un exemple. L'Italie, l'unité italienne qui finit en 1781,
le Risorgimento. Alors je sais qu'il y a des italianophones, je ne le suis pas, donc je vais très mal parler. Gramsci a dit ce moment, 1871, a été une révolution agraire ratée ou avortée. Parce que l'Italie a hérité de structures foncières féodales des différents royaumes. Et plutôt que de morceler cette propriété, eh bien, elle a été finalement transférée à d'autres élites qui étaient, on va dire, des élites dites bourgeoises. Parce que ces terres ont été morcelées, certes, ces domaines de l'Ancien Régime ont été morcelés, mais ils ont été acquis par l'élite économique de l'époque, c'est-à-dire une bourgeoisie commerçante qui mettait des intendants sur ces terres et donc on avait un statu quo de la question de la terre. Voilà. Donc il y a eu un transfert simplement de la terre de l'Ancien Régime à une bourgeoisie commerçante ou autre en Italie. On a le même cas de figure en Espagne. Il n'y a qu'un transfert d'une vieille propriété féodale liée à la Reconquête, ça va très loin, mais ces ordres militaires ou religieux, on a dissous leur propriété, et ces terres ont été acquises non pas par des paysans sans terre, mais par une force économique qui était en place à ce moment-là. Bref, on arrive à une structuration très inégalitaire dans cette Europe méditerranéenne, et c'est un élément central dans les années 20-30. Je ne sais pas, je pense que je n'ai pas le temps d'entrer dans la déclinaison de ces trois pays, Espagne, Italie, Portugal, peut-être dans les questions, mais il est clair que les oligarchies foncières ont très clairement soutenu, appuyé, favorisé les pouvoirs autoritaires et au contraire ont cherché à disqualifier, contraindre toutes les initiatives de réforme agraire. Et c'est toute l'histoire après le Biennio Rosso en Italie, où en 1921 on a commencé à redistribuer de la terre vers les paysans sans terre. C'est la reprise en main des oligarchies foncières via notamment les chemises noires que vous connaissez malheureusement tragiquement en Italie. Et en Espagne, on a la même chose. Le retour de la République en 1931 laisse à penser qu'on va avoir une redistribution de la terre. Elle est annoncée. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments qui font que la Confédération espagnole des droits autonomes reprend le pouvoir. La réforme agraire est abandonnée. Les républicains, ou la gauche, reprend le pouvoir en 1936, relance une réforme agraire massive et ça vient contribuer à précipiter la reprise en main autoritaire par les franquistes. Voilà. Donc c'est très central. Et ce qu'on peut observer par la suite dans cette Europe méditerranéenne, c'est toujours pour ces gouvernements autoritaires adossés plus ou moins à l'oligarchie foncière, un même répertoire politique dans le traitement de la terre. Pour ne pas remettre en question le système oligarchique, les avantages de cette propriété foncière, on va trouver des dérivatifs, colonisation agraire d'espaces, de pays colonisés, l'Angola, le Mozambique, ça n'a pas très bien marché, colonisation surtout de zones vierges, en Italie, en Espagne, un peu au Portugal, bonification, quoi. Bonification, ce qu'on appelait la bonification en Italie, mais tout ça pour éviter qu'il y ait de la pression foncière sur la grande propriété. Donc on retrouve le même schéma, et ces trois pays, il a fallu attendre la fin des régimes autoritaires pour régler enfin le problème de l'accès à la terre, avec, pour finir sur ce bloc, une mémoire encore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce que j'appelle l'hystérèse, c'est-à-dire la cause a disparu, mais il y a encore des effets perceptibles. C'est le fait que l'Andalousie a encore une sensibilité assez marquée sur ces questions-là. Pour aller en Andalousie assez souvent, je le vois. Ou en Italie, au Portugal, dans la région de l'Alentejo, dans la région où il y avait une forte question agraire, on a appelé ça la Bulgarie du Portugal, longtemps, parce qu'il y avait une tradition communiste très forte, encore aujourd'hui. Voilà, il y a une trace. Voilà pour l'Europe, mais c'est à grands traits. Afrique du Nord. En sachant que, c'est pour introduire éventuellement un débat, en sachant que la France, qui est un pays méditerranéen, pour des raisons un peu différentes, ne s'est pas trouvée avec une structure foncière aussi marquée, déséquilibrée, certes, mais pas si marquée. Et évidemment, ça n'a pas joué dans la dérive autoritaire que l'on a connue en France.
dans les années que vous savez de Pétain. L'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord. Évidemment, là, on est dans un façonnement du déséquilibre foncier qui intervient dans un contexte tout à fait différent, c'est le contexte colonial. C'est la France, évidemment, qui opère des colonies de peuplement, surtout l'Algérie, bien sûr, avec Bugeaud, qui disait qu'il fallait œuvrer avec l'épée et la charrue. Donc, il y a une dépossession, on pourrait en parler, par un certain nombre de lois, de dépossession progressive des paysans algériens, notamment avec une loi de 1873, la loi Varnier, qui a permis de privatiser la terre, les terres collectives, et qui a profité donc aux colons français, de plus en plus nombreux, mais également à une forme de notabilité algérienne. Voilà, il y avait aussi une grande propriété algérienne. Et ça a donc donné lieu à une dualité foncière très forte, une grande propriété coloniale et algérienne d'un côté, et des Hames, des métayers, des paysans sans terre algériens en nombre. Et ça, c'était une grande partie de la question sociale en Algérie. La dépossession au Maroc et en Tunisie ne s'est pas faite de la même manière, elle a été beaucoup moins poussée. En Tunisie, c'est surtout sur le domaine des baies et des dés ottomans que les Français ont repris des terres. Et donc, au final, l'emprise française était moindre. Et au Maroc, on n'a pas touché au domaine royal, mais il y a eu des emprises foncières par la privatisation de terres collectives. Je fais à grands traits là. Mais en tout cas, dans ces trois pays, surtout en Algérie, la question sociale était aussi une question agricole. Alors, ça a constitué, par exemple, la guerre d'indépendance en Algérie, sans considérer que la question agraire était centrale. Je crois qu'il faut être réservé. Je suis assez réservé là-dessus. Elle a été importante. Si on s'en tient au discours de Frantz Fanon, de Jean-Paul Sartre qui préface son livre « Quand les paysans touchent les fusils, les vieux mythes pâlissent et les interdits tombent un à un ». Voilà. Donc le paysan était la figure centrale de cette révolution, en tout cas pour eux. Et de fait, quand on observe, la France a cantonné les villageois, mis le village de cantonnement à partir de 1957. Ça veut dire qu'indirectement, les paysans étaient surveillés de près. Et puis, après, juste à la fin de la guerre d'indépendance, beaucoup de paysans sans terre ont occupé le domaine colonial. Donc la question agricole était centrale. C'est moins prégnant au Maroc et en Tunisie, mais les processus d'indépendance ne sont pas du tout les mêmes. Et pour finir sur ce bloc, sauf que si tu voulais bien sûr me couper. Non, pas du tout. Pour finir sur ce bloc, eh bien après les pouvoirs, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont fait de cette terre. Alors on peut décliner leur action en 2-3 mots. C'est d'abord autochtonisation. La terre a été reprise, la terre de ces domaines a été reprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'autochtonisation et la rapidité avec laquelle les pays l'ont faite, eh bien, ça en disait très long de leur relation avec la France coloniale. C'est-à-dire qu'en Algérie, l'autochtonisation, la reprise des terres coloniales a été immédiate, quasiment immédiate. Quand au Maroc, la marocanisation a été surtout accélérée après 1973. On était loin. Et il y a eu notamment 2 tentatives de coup d'État en 1971-1972 qui font que, eh bien, on a pensé désamorcer ces velléités par le don de la terre, ça aussi, et la marocanisation de la terre, c'est pas anodin. Donc autochtonisation, idéologisation, surtout pour l'Algérie, avec donc ces terres coloniales qui ont été transformées en domaines autogestionnaires, agricoles autogérés, et puis avec Ouari Boumedienne, on a socialisé avec justement une réforme agraire, une prise des terres sur les notabilités foncières algériennes. Et donc là, on avait un domaine socialiste qui est devenu agricole socialiste de 3 millions d'hectares en 1980. C'était donc un instrument politique pour l'Algérie, idéologique. Mais avec le temps, il y a eu libéralisation, privatisation, retour d'une partie de ces terres en 1991 vers les anciens grands propriétaires. Il y a eu des affrontements à Tiaret, mais il n'y a pas eu de répercussions avec cette réforme dans toute l'Algérie. Pourquoi ? Parce que l'Algérie s'était urbanisée. Je crois que ça, c'est important aussi de montrer que si ce n'est plus un moment agropolitique, c'est parce que la société est ailleurs.
Voilà. Peut-être on passe au Moyen-Orient. Mais peut-être tu pourrais centrer pour le Moyen-Orient sur les trois expériences socialistes arabes les plus marquantes, disons, Égypte, Syrie, Irak. Ouais. Et puis peut-être, je me permettrai d'ajouter un ou deux exemples pour introduire la discussion. D'accord. Alors, donc il me reste combien, Dominique? Une demi-heure à peu près. Sur le Moyen-Orient. C'est passionnant, donc c'est pas. Non, mais on va continuer. Je ne fais qu'introduire. Hein. Voilà. Sur le Moyen-Orient, plus je vais au Moyen-Orient, et plus, voilà, mon origine fait que la question de la terre me paraît, sans vouloir encore une fois la surpondérer, me paraît être assez déterminante, peut-être moins aujourd'hui qu'elle ne l'a été il y a quelques décennies. Même s'il y a toujours de la mémoire de ça. Structure foncière très inégalitaire au Moyen-Orient, partout. Là, cette structuration inégalitaire, on pourra en parler plus avant tout à l'heure, elle vient des réformes ottomanes du XIXe siècle. L'État en pleine crise ottoman, l'État ottoman en pleine crise voulait redynamiser notamment la perception des recettes fiscales, et il a immatriculé les terres, privatisé les terres, et à la faveur de cette privatisation, cette terre a été progressivement concentrée entre les mains, notamment d'une élite économique tournée vers l'Europe avec laquelle elle marchandait. C'est un des éléments de ce processus de concentration, il y en a d'autres. En Égypte, puisqu'on n'est plus dans le domaine ottoman, on a à peu près le même dispositif, des réformes foncières au XIXe siècle qui font que très vite, il va y avoir une concentration de la terre. En Iran, c'est encore différent, mais on ne va pas tout regarder maintenant. Donc, au XXe siècle, au mi-temps du XXe siècle, au moment des indépendances, la question sociale, sans vraiment encore une fois l'exagérer, dans une société qui était rurale, c'était la question paysanne et la question de la terre, avec cette concentration foncière maximale. Par rapport à ça, à ce moment des années 50, il y a eu deux comportements. D'abord, il faudrait peut-être dire que cette question de la terre a contribué à des basculements politiques. Ce n'est pas l'élément central du basculement politique. Hein. Mais donc, il y a notamment en Égypte, en Syrie, en Irak, où la question agraire était déterminante, mais partout, au Liban, en Palestine, c'était partout déterminant. Eh bien, on a eu l'arrivée de régimes, de partis assez sensibles, ou très sensible à cette question agraire. Je pense au Parti socialiste arabe de Akram Hourani, petit parti qui avait fusionné avec le Baas et qui a été porteur de cette tonalité agraire au sein du Baas. Chez les Nassériens, il y avait aussi cette inclusion de la question agraire qui était centrale dans cette Égypte ressaisie par le pouvoir nassérien. Et donc ces pays ont fait très vite des réformes agraires. C'était vraiment la priorité, c'était parfois quelques semaines après la prise des pouvoirs. Ça situe bien l'importance de cette question. Quand on décide en priorité de régler cette question, c'est que c'est la priorité. C'est vraiment le problème. Donc on a fait des réformes agraires avec des modalités différentes, ce n'est pas le lieu ici de les développer. Et des réformes qui ont permis de reprendre la terre aux anciennes élites, donc il y avait une vocation politique, reprendre la terre qui était l'assise même du pouvoir d'avant. Ça a été un objet idéologique et ça a été aussi un moyen de reconfiguration territoriale. C'est ce que je disais tout à l'heure, en particulier dans des pays avec des groupes minoritaires, je pense aux Kurdes, en Syrie, en Irak. On a repris, à la faveur de la réforme agraire, des terres qu'on a redistribuées à des paysans arabes, déplacés de régions qu'on a inondées à la faveur de la construction de barrages, et ces paysans qu'on a déplacés vers ces zones kurdes pour arabiser des régions kurdes. Donc voilà, la terre a permis aussi de faire cela. Plus le fait que, notamment la Syrie, en a fait un objet de puissance. Cette terre irriguée a permis à la Syrie d'être autosuffisante sur un plan alimentaire jusqu'en 2006. Il faut le dire. Bon, après, il y a eu sécheresse. Donc ça a été un formidable outil. Et
pour finir sur ce point, et après je ferai une petite introduction à la discussion sur les autres pays, y a-t-il une actualité de cette question foncière en Syrie, en Irak, je ne vais pas parler de l'Irak, on pourra en parler, et en Égypte? Je dirais que oui, ça dépend évidemment des pays, mais pour mémoire, en Égypte, il y a eu une contre-réforme agraire dans les années 90, c'est-à-dire qu'on avait plafonné les loyers de la terre, les Nassériens. Ils ont libéralisé, à la faveur des changements politiques en Égypte, la libéralisation, on a libéralisé la terre en espérant une reconcentration foncière vers des entreprises agricoles d'investisseurs, c'est le schéma classique. Et on n'a pas vu, ça n'a pas été tellement, ça a été narré un peu, mais si peu, il y a eu à peu près 1 million de paysans qui ont perdu leur terre à ce moment-là. Et certains ont été jusqu'à dire que ça avait pu expliquer en partie la radicalisation de certains dans le djihadisme. Moi, j'ouvre la porte, je n'ai pas de preuves, mais il y a des travaux là-dessus. Donc il y a une actualité de cette question foncière avec la reconcentration dans des sociétés rurales, où le rural est encore important, c'est l'Égypte. Et puisque tu l'as dit sur la Syrie, la réforme agraire, il y a 2 générations, n'a pas été doublée d'une industrialisation, d'une diversification du pays, ce qui fait que ces terres acquises il y a 2 générations par des paysans, eh bien leurs petits-fils ont dû se les partager. Il y avait un morcellement considérable de la terre dans les années 2000, avec une précarité paysanne considérable, plus une libéralisation qui passait par une diminution des subventions, etc. Forte précarité paysanne en Syrie. Et donc, il y a eu une rupture du pacte agrarien entre le BAS et les paysans syriens. Il n'est qu'à entendre certains membres de l'Union nationale des paysans, je ne sais plus, le grand syndicat arabe paysan à l'extérieur, qui disent ça, qui ne se reconnaissent plus dans le BAS. Et pour finir, et pour introduire, puisque je ne veux pas abuser, il y a les pays qui n'ont pas fait de réforme agraire. Le Liban, qui n'a pas fait de réforme agraire parce que le Liban a choisi un modèle économique libéral, commerçant, on va dire les choses, et donc la terre n'a pas été considérée comme une priorité. Sauf que longtemps au pouvoir, on a eu une forme d'oligarchie foncière. Quand on regarde la structure de la propriété et la structure politique, il y a une superposition. Ça a posé problème au Liban. Il y avait un président libanais qui s'était saisi de ça, c'est Fouad Chehab, de 1958 à 1964. Il avait fait venir, après les premiers incidents au Liban, il avait fait venir la commission du père Lebré en 1900, qui avait fourni un travail remarquable d'économie et humanisme sur le diagnostic social, économique, territorial du Liban, et qui pointait du doigt la structure foncière. Et Chehab avait relayé ça en disant ce sont des fromagistes, etc. Et ça a contribué à la disqualification sociale d'un groupe chiite, puisque c'était plutôt des agriculteurs dans la Bekaa et au sud, qui subissaient non pas la loi des propriétaires fonciers des autres communautés, mais de leur communauté propre. La terre au Liban, elle est en zone chiite, pour l'essentiel. La Bekaa et le sud, et voilà. Donc, donc, une partie de la disqualification des chiites vient de cette structure foncière interne à la société chiite. Et donc, le mouvement des déshérités, Amal islamique, Hezbollah, on doit regarder ça aussi avec cette origine foncière. Aujourd'hui, c'est plus le Hezbollah. Je ne dis pas que le Hezbollah, c'est le parti paysan, c'est pas ça. Quoique, pour avoir travaillé, on pourrait en parler dans les... J'ai été missionné en 2000, je ne sais plus quelle année, dans un débat conduit par l'Europe sur la politique agricole au Liban. Et c'était intéressant de voir le Hezbollah qui faisait de la question agricole un élément assez central de son programme. Donc là, il y a aussi quelque chose qui emprunte à une généalogie, je crois. Voilà. Et puis le dernier, simplement après une introduction, qui n'a pas fait de politique de réforme agraire, et pour cause, c'est la Palestine, pas d'État. Sauf que cette structure foncière très déséquilibrée a facilité l'emprise, au moins jusqu'en 1948, l'emprise sur les terres palestiniennes par le Yishouf, via le Fonds national juif, puisque un certain nombre de ces grands propriétaires arabes étaient de Damas, d'Alep et de Saïda et de Beyrouth, absentéistes. Et donc, avec les frontières à partir de 1922, ces grands propriétaires se sont trouvés
même avant, dans l'obligation, ils ont vendu leurs terres. À qui l'ont-ils vendu? Non pas aux paysans sans terre métayers, palestiniens, mais évidemment plutôt au Fonds national juif. Et après 1948, pour aller dans le sens de ce que tu as dit, c'est par l'emprise, par la violence. Et après 1967, il y a évidemment une emprise forte d'Israël qui met en priorité les terres agricoles. Je pourrais en parler ici, mais l'agriculture israélienne est un vecteur très important de l'aménagement du territoire en Israël, mais également dans les espaces occupés. Ça a été y compris le cas à Gaza, mais en Cisjordanie, évidemment, encore plus. Voilà, je vais arrêter là pour l'introduction, mais on pourrait, parce qu'il y a plein de choses à dire. Il faut quand même dire sur ce sujet-là que les Israéliens jouent en matière de terre sur tous les tableaux. C'est-à-dire, d'un côté, ils ont acheté, dans des conditions parfois discutables, des terres pendant des décennies avant la création de l'État d'Israël. Cela dit, ils n'ont que 7%, ou 8% selon les chiffres du territoire en 1947, au moment du plan de partage, donc c'est quand même pas énorme. Mais ensuite, notamment à partir de 1967, il y a les terres d'État, donc celles-là, on les prend. Il y a les terres en jachère, celles-là, on les prend. Et puis, il y a les terres qui ont une importance sécuritaire, et celles-là, on les prend. Donc, on a quand même toute une gamme. Peut-être, quitte à prolonger un tout petit peu, mais ça me paraît tellement intéressant. Il y a une question qu'on se pose en t'écoutant, comme on se la pose en lisant ton livre. On est quand même dans un monde où l'agriculture a perdu énormément de son importance dans les PIB des différents pays et qui a connu aussi un exode rural massif, une urbanisation des populations. C'est vrai de manière très générale. Aujourd'hui, je crois que plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Donc, depuis 2007. Depuis 2017, hein, c'est 7. Voilà. Donc on est quand même... Alors, qu'est-ce que ça amène à relativiser de ton propos? C'est-à-dire, j'ai bien entendu que tu dis ça reste d'actualité, ça reste important, etc. Mais en te lisant, en ayant une connaissance sommaire du sujet, on se dit, au fond, ça a moins d'importance qu'avant, vu ce que je viens de dire, c'est-à-dire la perte de poids de l'agriculture dans le PIB des différents pays et l'exode rural, l'urbanisation des populations. Alors, merci Dominique. J'essaie de te répondre. Oui, essaye. J'essaie de te répondre à cette question difficile. Difficile. Oui, parce qu'effectivement, j'ai parlé de moment agropolitique. Je ne sais pas si l'expression est heureuse, peu importe. C'est-à-dire ce moment où la question de la terre ou de cette structuration inégalitaire de l'accès à la terre s'invite dans la macro-histoire. Cette agropolitique, effectivement, plus on a en Europe, cette agropolitique est ancienne, et donc plus on avance dans le temps, plus on s'éloigne de ces moments agropolitiques. Donc je vais dans le sens de ce que tu dis. Effectivement, ça a peut-être moins d'acuité aujourd'hui. Je suis donc plutôt enclin à dire ça. Mais d'abord, il y a ces phénomènes d'hystérèse, c'est-à-dire que j'ai donné le Hezbollah et on pourrait en donner le Parti communiste chinois. Bon, il y a des acteurs politiques aujourd'hui d'importance qui prennent leur source dans cette histoire. Bon. Ensuite, alors là, je ne vais pas rester dans la région, mais quand on regarde le monde, il y a encore des pays qui sont massivement ruraux. Massivement ruraux. Donc permettez-moi de faire un tout petit écart pour répondre à Dominique, à sa question, j'allais dire perverse. non, je plaisante. Non, pertinente parce que juste, c'est une question centrale. C'est une question centrale. Parce qu'il s'agit de voir, est-ce que c'est que de l'histoire, c'est ça. Donc, quand on dit 2007, l'urbanisation, il y a une majorité urbaine, hein, il y a un basculement, ça dépend évidemment des régions. Le Moyen-Orient, de ce point de vue-là, est très urbanisé. C'est une région les plus urbanisées du monde. Alors, il y a encore des effets, je l'ai dit avec l'Égypte, parce que, mais on n'est plus dans l'agropolitique, macropolitique. Il peut y avoir encore de l'instabilité, mais à moindre échelle, dans ces régions urbanisées.
Je vous ai dit donc l'Égypte, 1 million de paysans sans terre qui se retrouvent sans terre, quasiment, à la faveur de ces réformes. Ce n'est pas le régime égyptien qui a vacillé, mais il y a eu de l'instabilité, il y a eu des manifestations, il y a eu des affrontements. Donc, encore une fois, même dans des pays à forte majorité urbaine, localement, il y a de l'instabilité liée à ces mouvements de reconcentration de la terre dans un contexte libéral qui fait aller vers un modèle économique de plus en plus qu'on appelle aujourd'hui les agrifirmes, une agriculture d'investisseurs. Donc voilà, encore une fois, on n'est peut-être pas dans le grand basculement tel qu'on l'a connu avant, mais il y a de l'instabilité. Et si j'élargis au monde, il y a donc des pays encore très massivement ruraux, l'Amérique centrale, l'Afrique, une partie de l'Asie, l'Amérique du Sud pour partie, où cette question foncière reste très prégnante. Je pense à l'Amérique centrale, qu'on oublie un peu, Nicaragua, Salvador, Honduras, l'Amérique du Sud, et l'Afrique. Je pense pouvoir dire que c'est même, on va peut-être vers des moments agropolitiques. Pourquoi ? Pour aller au bout de la réponse. Parce que, alors, je ne parle pas de l'Afrique du Nord, on en a parlé, on pourrait y revenir. Je ne parle pas de l'Afrique australe, encore que là, on sent bien que c'est encore un élément de macropolitique considérable. Le nouveau président sud-africain, première déclaration après sa prise de pouvoir, on va faire une vraie réforme agraire. On va reprendre la terre aux Blancs. Donc ça reste. Parce que, ça c'est très intéressant, Mandela, dans sa politique de la réconciliation, n'a pas repris les terres aux Blancs. À la différence du Zimbabwe, où là il y a eu en 2000, avec Mugabe, des violences, une reprise de terre violente, etc. Ça a déstabilisé alimentairement, politiquement, socialement le Zimbabwe. L'Afrique du Sud n'a pas voulu le faire. Et le nouveau président, voyant que cette terre n'a finalement pas été redistribuée par le marché, a déclaré qu'il allait reprendre en main les terres. Bon, c'est donc un autre élément de réponse. Et je pense que le moment agropolitique, il peut se présenter dans tout le reste de l'Afrique, où la terre est encore très peu immatriculée, privatisée. C'est-à-dire que l'histoire, par exemple de l'Empire ottoman, peut nous éclairer sur ce qui peut se passer en Afrique, dès lors qu'on immatricule, privatise, sécurise les droits fonciers. C'est le discours que l'on tient. Il faut sécuriser les droits fonciers. Ça part d'un bon sentiment. Ces paysans, il faut sécuriser leurs droits fonciers. Sauf que l'histoire montre que quand on immatricule, privatise, et si on n'accompagne pas économiquement les paysanneries, tôt ou tard, les terres sont reprises par ceux qui peuvent racheter la terre. Voilà, donc il y a un risque agropolitique majeur en Afrique subsaharienne, pour l'essentiel, encore une fois, où le droit est coutumier. C'est pas que je ne suis pas pour la sécurisation des droits fonciers. Il y a un pays de la région, c'est intéressant de le dire, du Moyen-Orient, qui a réussi à sortir. Alors d'abord, il y avait moins de concentration foncière, mais qui a réussi à dissoudre ces anciennes structures en accompagnant les paysans, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de structure inégalitaire si importante. C'est la Jordanie, ça vous surprend peut-être. Et il y a quelqu'un qui a fait, Michael Fisbach, qui a travaillé beaucoup sur le foncier en Jordanie, qui porte la thèse que si la Jordanie a connu moins d'instabilité, il y a bien d'autres raisons, c'est aussi parce que sa structure foncière était moins inégalitaire que dans tout le reste du Moyen-Orient. Il y a d'autres éléments. Voilà. Donc je ne sais pas si je réponds à ta question, qui est passionnante, ta question, et qui appellerait... oui, c'est la poursuite. C'est la poursuite du travail. Voilà, c'est à vous maintenant. Donc il y a un micro, vous connaissez le principe. C'est important de parler dans le micro, je le rappelle, parce qu'ensuite il y a une vidéo. Et si vous ne parlez pas dans le micro, la vidéo vous y apparaîtrait muet. Des questions, et je pense, parce que là, je vois dans la salle des gens qui connaissent beaucoup de pays dont on a parlé et qui peuvent amener des éléments. Oui, ici c'est questions, opinions, voilà. Contestations, détestations. Tout est permis. Moi, j'aime pas être détesté. Non. Vous êtes libre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bonjour, merci pour votre intervention. J'avais une remarque par rapport à votre question, qui était de dire que, du coup, par rapport à l'agriculture, vu que relativement elle baisse dans le PIB, il faut relativiser la question de l'agriculture. Sauf que, paradoxalement, plus il y a d'urbains, plus il faut les nourrir. Plus il y a une dépendance vis-à-vis du rural,
plus il faut d'agriculture en soi. Mais Donc pas la moi même. je dirais que la Mais question, pas la même. Hein. je dirais que la question de la démographie en fait elle est hyper importante là-dedans. Merci d'avoir pallié mes oublis. Non, mais je peux réagir sur ce que vous venez de dire, hein, ce qui est très intéressant, et je voulais un peu le dire, mais vous l'avez très bien dit. Donc, évidemment, ce n'est pas parce que la majorité démographique est plutôt aux villes que la question, moi j'ai parlé de la terre, là, que la question agricole serait devenue secondaire. Absolument pas. On découvre qu'elle est elle est encore très centrale. Les militaires aussi s'en saisissent de cette question. On découvre que l'agriculture conditionne la sécurité. Il y a 2 ans, il y avait un colloque à l'OCDE dans lequel j'intervenais, c'était agriculture délaissée, terreau de l'insécurité. Et c'était des militaires et des diplomates qui portaient ce colloque. Donc c'est pour dire que c'est pas parce que l'agriculture devient en population active moindre, pas en valeur absolue d'ailleurs, hein, que c'est une question secondaire. Et d'ailleurs, pour aller dans le sens de ce que vous dites, des grands pays, aujourd'hui, cherchent coûte que coûte, à sécuriser leur approvisionnement alimentaire. Je pense à la Chine. Y compris en achetant ou en louant des terres sur d'autres continents. Hein. Voilà. Donc ça veut dire que la Chine pourrait se dire, elle peut se permettre d'acheter ce qu'elle veut. Enfin, non, ils ont une doctrine très simple. 95% d'autosuffisance alimentaire pour les céréales, la base alimentaire. Le reste, on le mobilise par notamment des locations de terres ou on le sécurise par... Voilà. Donc, voilà. Et l'Arabie Saoudite, pour aller dans le sens de ce que vous dites, l'Arabie Saoudite qui pourrait, économie de rente, qui a été autosuffisante sur le plan alimentaire mais qui a arrêté ce modèle, on pourra en parler dans les questions, se fait une priorité de sécuriser son alimentation. Donc la question agricole, elle est une question géostratégique. On parle même de... oui, c'est une question géostratégique. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Mais ce que dit notre ami, ça a aussi servi de prétexte à une reconcentration massive de terres, sous le prétexte étant que pour avoir une productivité suffisante, il faut des grands espaces, il faut des techniques très modernes qui demandent des investissements. Quand même, c'est vrai, et en même temps, il y a un revers de la médaille, non ? Là aussi, c'est une vraie tendance, c'est une vraie question. C'est le modèle agricole, avec ce que tu dis, ce discours ou cette croyance peut-être, qui consiste à dire que l'avenir de l'agriculture est dans les économies d'échelle. Autrement dit, plus on va concentrer, plus on va avoir des gains de productivité, plus ça va permettre à la production d'augmenter. C'était le raisonnement des Égyptiens, mais c'est le raisonnement de beaucoup. Et on a une montée en puissance, pour cette raison, mais aussi pour d'autres, de ce qu'on appelle l'agrifirme, ou l'agriculture d'investisseurs. Au détriment d'un modèle qui a prévalu, qui prévaut encore fortement dans le monde, qui est l'agriculture familiale. Et là, c'est un vrai débat de spécialistes sur quel modèle agricole pour assurer cette question de la sécurité alimentaire, mais également de la sécurité sociale de ceux qui en dépendent, et les paysans qui sont encore très nombreux. Et derrière, il y a une question donc très politique. Et là, c'est vraiment une question essentielle. Et on n'est pas du tout sûr. En tout cas, par exemple, puisqu'on va parler de la Méditerranée, cette agriculture d'investisseurs, on se rend bien compte que, en tout cas, on a des exemples au Maghreb, mais aussi, moi j'en ai vu au Proche-Orient, elle est quand même assez rapidement spéculative et assez vite prédatrice des ressources en eau, par exemple. Alors parce qu'une famille d'agriculteurs qui se projette sur une longue histoire n'a pas forcément le même rapport aux ressources. Donc là, il y a un vrai enjeu social, politique et évidemment géopolitique. D'autres remarques ? Oui, Gérard ? Ouais, un grand merci pour cet exposé. À 100%, je suis d'accord sur pratiquement tout ce que vous avez dit, même réellement. Simplement, je me permettrai d'ajouter un tout petit complément sur la question que je connais le moins mal sur les statuts fonciers au Maghreb, parce que je crois que ça a été vraiment le premier méfait, si j'ose dire, de la colonisation,
en Algérie. Hein. Ça a commencé par la démanualisation des forêts. Hein. Rappelons-nous le garde forestier armé, hein, qui a pratiqué cette première dépossession des collectivités. Et c'est sur là-dessus que je crois qu'il faut assister. C'est sur le fait que le statut ancien des collectivités rurales a été complètement gommé dès la première étape de la colonisation, par la démanualisation des forêts et par la mainmise de la colonisation sur les meilleures terres agricoles. Hein. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Oui, c'est un très bon complément que je partage. Ça a des rapports très forts avec tout ce qui a suivi, c'est-à-dire que toutes ces réformes agraires s'inscrivent dans des perspectives ou dans des contextes qui oublient ce qu'étaient des collectivités rurales anciennes qui savaient à la perfection gérer leurs biens communs. On rejoint toute la thématique aujourd'hui des communs. Hein, les collectivités qui étaient structurées par la base, hein, à partir du village, à partir de la sous-tribu et de la tribu, elles savaient parfaitement gérer les forêts, les parcours, les terres agricoles, l'eau aussi, qui devient, comme vous l'avez dit tout de suite, un enjeu absolument majeur. Hein, je disais ce matin dans le journal qu'au Maroc, il y a une grève actuellement pour l'utilisation de l'eau Sidi Ali en bouteille. Et bien, derrière ça, il y a tout le problème du statut de l'eau. Est-ce que l'eau est un bien commun qui doit rester un vrai bien commun pour toute la population, ou bien est-ce qu'on doit acheter pour survivre des fioles d'eau sous plastique qui ont été mises en bouteille par des sociétés privées? Bon. Ça rejoint les problèmes de l'irrigation, avec cette priorité à l'irrigation qui a été mise dans une perspective où il fallait effectivement augmenter quantitativement les productions agricoles, mais on l'a fait toujours dans ces structures d'appropriation privative qui sont une dénégation de ce qu'étaient les statuts anciens. Mais évidemment, on ne peut pas revenir aux statuts anciens. Simplement, il faut essayer d'en tirer quelques leçons de ce passé. Merci Gérard. Tu veux commenter? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Gérard. C'était des compléments, donc je ne peux que souscrire à ce que tu viens de dire. Et j'ajouterai tout simplement que on a effectivement dans ces moments post-moment agropolitique, on a pensé que le vecteur principal de rupture politique était donc d'encadrer ce secteur central qui était l'agriculture, donc avec les dérives autoritaires que l'on connaît. Et on se rend compte, et je crois vraiment, c'est une hypothèse qui est pour moi assez forte, j'aimerais la vérifier partout. Je pense qu'effectivement, d'un certain point de vue, les régimes autoritaires qui s'abstraient de toutes les organisations sociales qui préexistent sont de façon générale les plus mal placés pour gérer les ressources, que ce soit la terre et l'eau. Régime autoritaire colonial ou régime politique post-indépendance, il y a quand même beaucoup d'éléments qui me laissent à penser que quand on oublie les sociétés, on oublie les ressources. Peut-être le raccourci est assez fort, mais je crois que... hier, j'étais dans un colloque avec Giovanna sur le plan bleu, du plan bleu sur l'environnement en Méditerranée. Et je crois qu'il faut se poser aussi la question de la nature du pouvoir politique, dès lors que l'on parle des ressources. On peut avoir toutes les initiatives, les innovations techniques, on les a, on les connaît. Mais on ne peut pas, c'est le rapport du pouvoir avec les sociétés qui est central, me semble-t-il. Donc je suis d'accord avec ce que tu dis, Gérard. Monsieur, je vous en prie. Oui, Philippe Ducroquet. J'avais une question. Je ne comprends pas très bien comment ça se télescope le fait que dans des pays comme le Mali ou l'Éthiopie ou les pays qui sont relativement pauvres, qui essaient de développer leur agriculture, on a, à cause de l'augmentation de la population, une diminution des surfaces agricoles, des petites parcellisations des surfaces, de plus en plus petites, et dans le même temps, ces mêmes pays offrent des 10 000, 20 000, 50 000 hectares, les dirigeants, aux Chinois ou à l'Arabie Saoudite. Comment ça s'articule? Pierre ? Monsieur Ducroquet, je pense que vous avez un peu la réponse dans votre question. Je veux pas.
Non, mais après, je parlais de... C'est un vrai paradoxe, hein. Je suis absolument d'accord. C'est un vrai paradoxe. Il y a un manque de terre pour certains, et à côté de ça, on permet des grandes concentrations foncières pour des investisseurs. Alors, selon des contrats très différents, on ne va pas rentrer dans les détails. Moi, je crois que je parlais de la nature des pouvoirs. Ça interroge aussi sur la nature des pouvoirs. État failli, État faible, État prédateur. Voilà, je pense que dis-moi l'usage de la terre, la régulation foncière que tu vas induire et que tu vas introduire, et je te dirai un peu la nature foncière, la nature politique de ta construction. Je crois qu'il y a un fort lien quand même. Il y a aussi État corrompu quand même. Hein. Oui, quand je parle de l'État, la nature de l'État, je pense à la corruption. Si j'ai bien compris, à Madagascar, il y a une contestation très forte dans la société civile, pour peu qu'elle s'organise évidemment, des termes des contrats passés avec les Chinois. Bien sûr. La manière dont les terres sont utilisées, gardées, avec quelle violence on les protège de toute forme de vol, etc. Hein. Et le cas inverse, justement, c'est, je pense, on peut quand même se réjouir d'être dans un état de droit, la France, qui a su introduire une régulation foncière intelligente quand même. Et récemment encore, alors il y a eu, il ne faut pas non plus les exagérer, ces arrivées d'investissements chinois, et donc la France est saisie tout de suite, politiquement, de ce petit risque. Donc ça renvoie à la construction de l'État, je crois, hein, enfin de l'État de droit. C'est une question politique. Et donc, du coup, on en vient à des paradoxes comme vous les décrivez. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques, Madame ? Mais la question de M. Ducoquet est là aussi, c'est un vrai sujet de recherche sur ces paradoxes. Il faudrait décliner en fonction des contextes. Pardon. Non, je voulais en rajouter une couche, j'allais dire, sur la question de l'eau. L'accès à l'eau me paraît essentiel. Je crois qu'il y a des pays ou des régions où la terre n'a de valeur que si on a droit à un accès à l'eau, c'est-à-dire si la terre vaut X euros, n'importe quoi, si on a un tour d'eau par jour, ou 2 tours d'eau, ou 3 tours d'eau, ou 4 tours d'eau, est-ce que dans les réformes agraires, on a suffisamment pensé à l'accès à l'eau ? Est-ce que l'accès à l'eau, c'est l'accès à l'eau des cours d'eau, des nappes phréatiques, ou l'eau de derrière les barrages, puisque la question des barrages reste posée, est-ce positif, est-ce négatif ? Et je crois qu'il y a une question encore fondamentale, c'est est-ce que l'eau doit être considérée comme un don du ciel et donc gratuite, ou est-ce que l'eau doit être payante ? Est-ce qu'on a avancé sur ces questions qui sont extrêmement sensibles ? Pierre ? Bon, là, alors j'ai parlé, je ne vais pas m'échapper en disant que j'ai parlé de la terre. c'est quand même très lié. J'avais fait un bouquin, ça s'appelait La terre, le pouvoir et l'eau au Proche-Orient. Bon, donc évidemment, quand on parle terre, on parle eau. Tout ce qu'on dit sur la politique de puissance des États, elle prend racine sur la sol, et d'autant plus qu'il est irrigué. L'Égypte, la Syrie, surtout la Syrie a fait une politique de puissance agricole adossée à l'usage de la ressource en eau. Dans les réformes agraires, on a alloué des terres de façon un peu rigide, hein, très encadrée. Hein, c'était un contrôle politique aussi sur la société. Les terres étaient les terres distribuées à ces paysans donnaient droit souvent à des droits d'eau, organisés et parfois artificialisés avec la création de périmètres irrigués. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Donc avec distribution par des canaux des eaux de surface, l'Euphrate, l'Oronte. Donc terre et eau ont été organisés ensemble. Et avec le temps, on a pu observer qu'il y avait une sorte de lâcher-prise sur le contrôle de la distribution en eau, et même un encouragement à faire autrement, c'est-à-dire aller dans les nappes, dans les eaux souterraines. Et ça, c'est beaucoup moins organisé. Pour rester sur le Proche-Orient, hein. Sur la Syrie, pour être clair, la Syrie a lancé des grands périmètres irrigués sur l'Euphrate, le Tigre,
le Khabour et d'autres. Mais ce n'était pas suffisant. La Syrie a encouragé ses agriculteurs à aller dans les nappes profondes. Avec un supposé contrôle, mais dans un régime autoritaire, je reviens toujours à la nature du régime, on sait ce que ça peut donner comme dérive. Il y a des clientèles, on a foré, pour certains, parfois très en profondeur, et on a subventionné le gasoil pour tous. Voilà. Et donc, ça a donné lieu à une catastrophe en Syrie. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la sécheresse de 2006-2010, eh bien, on dit sécheresse en Syrie. Il y a eu une sécheresse, et certains même ont été vite en besogne en disant c'est la sécheresse qui explique les mobilisations politiques en Syrie, et donc tout ce qui suit après. Moi, je n'irai pas sur ce terrain. Dera, c'est quand même... Dera, oui. Mais moi, je crois vraiment à l'agrégation des mobilisations. Oui, c'est ça. Donc, des paysans étaient à Dera. Ils avaient quitté leur parcelle. Pourquoi ? Parce que, alors les sécheresses en Syrie, il y en a assez récurrents. Donc, elle n'était pas nouvelle, mais les effets ont été aggravés par le déficit des politiques publiques et en particulier par le mésusage de la ressource en eau. Et le fait que quand cette sécheresse est arrivée, que les débits des fleuves ont été à leur plus bas niveau, voire même l'eau a disparu. Moi, j'ai vu des effondrements de sol tellement on pompait dans les nappes. Eh bien, les agriculteurs ne pouvaient plus pomper dans les nappes tellement elles avaient baissé. Voilà. Donc là, ça renvoie à toute la réflexion de l'usage. Mais il y a toute une réflexion, c'est tout un champ. Comment encadrer l'eau, mais pas par l'encadrement autoritaire, ça ne marche pas. Il y a tout un développement de la littérature là-dessus sur, là aussi, l'inclusion des communautés d'irrigants pour gérer ces ressources. La question de Madame m'incite à t'en poser une autre sur le modèle agricole israélien, parce qu'il a été très vanté pendant de longues décennies, les kibbutz, l'agriculture intensive, etc. Visiblement, indépendamment de l'aspect colonial dont on a parlé, il y a une forte contestation en Israël même de la part des écologistes qui sont assez actifs du modèle lui-même. C'est-à-dire on dit que c'est un modèle formidable, sauf qu'il est dévoreur d'eau d'une manière catastrophique. Or, Israël aussi est entré, malgré la possession du Golan, le détournement des eaux du Jourdain, l'utilisation des nappes phréatiques de Cisjordanie, Israël est entré dans une zone un peu difficile. Il y a eu quelques étés où il y avait des coupures d'eau dans les grandes villes. Donc là aussi, on est dans le rapport entre la terre et l'eau et la manière dont on gère. On ne peut plus gérer comme autrefois, quoi. Il y a vraiment des questions nouvelles. Hein. Bien sûr. Alors pour rebondir sur ce que tu as dit sur Israël, évidemment, je l'ai un petit peu suggéré, mais je ne l'ai pas dit dans l'introduction, la terre a un rapport à l'identité aussi, très fort en fonction des contextes, bien sûr. Et dans Israël, évidemment, pour Israël, l'agriculture, on le sait, est un élément constitutif de l'identité israélienne, en tout cas historiquement. La rédemption. C'est la rédemption, avec tout ce qu'il y a pour cette population d'exilés, de retrouver le chemin de la terre à valoriser. Bon, vous connaissez tout ça. Les kibbutz, c'était une organisation considérée comme optimale de type socialiste, mais aussi avec cet agenda de mettre la terre en priorité. Donc, si je dis ça, c'est parce que, encore aujourd'hui, je parlais d'hystérèse tout à l'heure, dans la société israélienne, c'est une question assez centrale, même si c'est très urbanisé, si les kibbutz sont désertés. Et je dis ça parce qu'en 2001, à la Knesset, il y a eu un débat sur l'eau. Justement, par rapport à ce que tu dis, avec cette montée en puissance de l'aridité, de la compétition entre villes. Et le débat a été clôturé très vite. Pourquoi ? Parce qu'à la Knesset, il y avait des représentants politiques, ou plutôt les kibbutzim étaient surreprésentés. C'est pas forcément des paysans, mais ils ont été, et y compris, je crois qu'il y a eu 6 premiers ministres originaires de kibbutzim. Donc c'est un élément identitaire considérable. Donc, c'est encore un sujet qui donne lieu à des postures, des affrontements avec des environnementalistes sur cette question. Et Israël sait que c'est une question clé
et ça donne notamment au dessalement de l'eau de mer, en plus de toutes les innovations techniques et de la spoliation des ressources aux Palestiniens, puisque 80% des aquifères, et aux Syriens le Golan, et aux Libanais, en les empêchant de prélever leur eau dans le Hasbani, le Hasbani, voilà, avec toutes ces spoliations accumulées, Israël n'y arrive pas, et donc dessale de l'eau de mer, développe beaucoup l'eau de mer. Et c'est pas fini, surtout avec, et je crois qu'il faut connecter les ressources plutôt, avec la découverte des gisements de gaz en Méditerranée orientale. Une énergie meilleur marché facilitera ce dessalement de l'eau de mer. On pourrait se dire ça libérera l'eau des Palestiniens, mais ça c'est un autre sujet, je n'ai pas la réponse là-dessus. Plus le projet mer Rouge, mer Morte, qui plus est un serpent de mer, mais quand même qui avance un tout petit peu. Qui avance un tout petit peu, absolument. D'autres remarques ? Oui, bonjour monsieur. Moi, j'avais une question. On a pas mal parlé de la terre comme terre de culture. Qu'en est-il d'un autre élément important au Moyen-Orient, qui est la terre de pâturage pour les tribus nomades? On sait que de même que les terres agricoles sont concurrencées par l'urbanisation, il y a aussi une concurrence des terres agricoles sur les terres de pâturage. Et sachant aussi que le contrôle de la terre, la cadastralisation a dû perturber ces modes de vie traditionnels. Historiquement, enfin au XXe siècle, au moment des mandats, j'allais dire la colonisation des mandats, et ça ne s'est pas contredit par la suite, la tendance a été plutôt à la sédentarisation de ces populations agro-pastorales. Et donc le pastoralisme a reculé assez nettement dans ces pays-là pour transformer parfois les terres de parcours en terres agricoles. Donc le pastoralisme est une activité qui a reculé très très fortement. Alors après, il faut décliner en fonction des régions. Il y avait du pastoralisme assez fort encore en Syrie de l'Est, dans la Jésirée, en Irak. Voilà, c'est encore une réalité, mais c'est une réalité qui recule fortement, pour dire. Et parfois, c'est sous la contrainte forte des pouvoirs, quels qu'ils soient, de la Syrie à Israël, avec les Bédouins dans le Negev. Voilà, c'est un là aussi. Je pense que dans ces États modernes, les populations pastorales sont vues comme une source d'insécurité. Je crois que ça, c'est un élément pour essayer de comprendre le rapport des pouvoirs avec ces communautés-là. L'Égypte est un exemple. L'Égypte, un point pour illustrer, l'Égypte de Nasser, puis de ses successeurs, a essayé, plus qu'essayé, de sédentariser toutes ces populations pastorales, notamment par l'extension des oasis à l'ouest du Nil. Et puis ils ont essayé aussi dans le Sinaï, puisque ces Bédouins, on le sait, sont considérés comme une défiance à l'État central. Donc il y a une vraie politique de... C'est même une dynamique qu'on peut faire remonter à l'Empire ottoman, puisque la volonté de cadastraliser aussi, absolument. Ça participe du contrôle des populations bédouines. On est bien d'accord, puisque absolument, les Ottomans ont conduit des politiques, ce qu'on appelait les politiques des chefs, la politique des chefs, c'est-à-dire donner à ces chefs de tribus pastorales des terres et qui sont devenus agricoles. Voilà, donc ça remonte plus loin. Mais ça veut dire qu'il y a un invariant quand même qui consiste à considérer ces pasteurs comme un élément d'insécurité. Juste un mot pour dire que dans le Negev, c'est vraiment un phénomène terrible, parce que c'est une sédentarisation forcée avec destruction systématique des villages. On n'ose même pas parler de villages, des groupements de tentes qui existent. Je pense à un village que je connais bien, où j'étais plusieurs fois, qui s'appelle El Arakib, qui a été détruit, je pense, par l'armée plus de 70 ou 80 fois. Et les Bédouins continuent à reconstruire leurs tentes. C'est une situation absolument dramatique dont on parle très peu. Or, elle est une violation de tous les droits de ces populations qui ont des droits. Et encore aujourd'hui. Qui sont niés
au profit de la colonisation par le Fonds national juif et de la création de grandes surfaces de terres très modernes et très efficaces. Voilà. Ça aussi, je parlais d'invariant, c'est un invariant depuis 1948, ça c'est clair, et c'était et encore aujourd'hui, il y a des projets. Pardon. Oui, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les problèmes de la terre et de l'eau en Libye post-Kadhafi, donc et sa grande rivière? Alors, madame, vous avez une question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. Mais je vais répondre. Je vais répondre avec une réponse que j'annonce tout de suite, forcément floue, parce que je me suis posé la question de ce devenir des terres agricoles dans la Libye. Je ne suis pas allé en Libye, donc je m'y intéresse beaucoup, mais on n'a pas d'éléments. Moi, je n'ai pas d'éléments de première main pour vous répondre. Si on prend un peu de longue durée sur la Libye, donc en Libye, c'est vrai que j'ai parlé de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie. Je n'ai pas parlé de la Libye, qui est terre coloniale italienne à partir de 1912, et les fascistes, à partir de 1922, surtout dans les années 30, ils ont unifié ces provinces, vous le savez bien, et ils en ont fait un lieu d'émigration pour des paysans surnuméraires italiens. Ils ont saisi à peu près, si ma mémoire est bonne, je dirais à peu près 270 000 hectares, je crois, en Libye, des meilleures terres, plutôt côtières, au détriment des tribus, justement, au détriment des tribus. Voilà, donc l'Italie avait implanté des colons de Vénétie et d'ailleurs. J'ai le nom, je crois que je parle du nom dans le livre, que j'ai plus en tête. Donc voilà, la terre a été libyenne. Il y a une terre agricole en Libye, plutôt sur le littoral. Bon. Après le départ des Italiens, la reprise en main par les Anglais et les Américains, on a vite basculé dans une économie de rente pétrolière. Et quand Kadhafi arrive en 1969, par exemple, on ne peut pas dire que c'était un moment agropolitique. C'est-à-dire, je m'interdis d'aller dire que Kadhafi était porté par des paysans dépossédés, des tribus dépossédées, c'était bien trop avant. Donc ça n'était plus une question. Par contre, Kadhafi a voulu, puisque justement, vous savez très bien que la Libye a été ostracisée, et pour cause, la Libye a voulu faire de la sécurité alimentaire un point central, sécurisation, avec même une volonté d'autosuffisance alimentaire, justement, parce qu'il y avait une recherche d'autarcie. Bon. Et donc, la Libye a essayé de mettre à eau des terres dans le désert, dans la région du Fezzan notamment, dans les années 90. Et puis, il fait tellement chaud dans ces déserts, c'est épouvantable, il n'y a pas de sol. Ça n'a pas fonctionné. Et on a créé des grandes rivières, des canaux artificiels pour amener ces eaux souterraines du sud libyen vers les régions agricoles du littoral. On a essayé de développer une agriculture, mais la Libye n'était pas autosuffisante, loin s'en fallait, donc elle continuait à devoir acheter des produits agricoles ailleurs. Et elle s'est lancée, et vous parliez du Mali, elle s'est lancée dans un projet d'extraversion agricole au Mali, dans le delta intérieur du Niger, où elle a créé une entreprise Malibu. Non, c'est pas Malibu. Le Malibu, c'est un alcool, je crois. Oui. Malibi, je ne sais plus. Voilà, et qui, pour venir sécuriser, je commence à fatiguer, je pense, pour venir sécuriser ces approvisionnements alimentaires. Donc, le pouvoir libyen de Kadhafi saisissait sa fragilité. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, et j'en reviens à ce que je disais en propos liminaire, je ne suis pas en mesure de vous dire où on en est. Je crois savoir que ce projet, évidemment, a fait flop au Mali, mais je peux pas. Voilà, je vous apporte une réponse sur ce qui se passe aujourd'hui, très en suspens, parce que je n'ai pas des éléments de première main. Une dernière question, parce que c'est l'heure.
Je vous en prie. Oui. Je voudrais revenir sur la question du dessalement en Israël. Et est-ce qu'on peut vraiment voir dans le dessalement une solution, ou est-ce que c'est pas juste un autre moyen pour éviter la question des ressources et de la réelle gestion des terres et de l'eau? Et est-ce que les projets de dessalement et du canal mer Rouge, mer Morte, c'est pas justement une sorte de fuite et de façon de se fermer les yeux? Oui, alors le dessalement monte en puissance en Israël. Alors j'ai pas du tout parlé de ça dans le livre, donc, parce que ne cherchez pas trop de choses sur l'eau. C'est un autre qui a été écrit avant. Mais donc le dessalement, c'est une tendance très forte, avec des grandes unités qui ont été construites à Ashkelon notamment. Donc la question, c'est est-ce que ces grands projets ne sont pas une façon de ne pas solutionner les problèmes, c'est ça. Je crois, oui, en partie, qu'on peut répondre ainsi. Il y a une volonté, je crois, de ne pas dépendre. C'est difficile. En fait, c'est très difficile de répondre. Je ne peux pas surinterpréter ce qui se passe aujourd'hui en Israël. En tout cas, on voit bien que sur la question de l'eau, pour l'instant, Israël ne lâche pas prise du tout sur la ressource souterraine de Cisjordanie. Ça, c'est un fait. Le dessalement augmente, mais la pression sur les ressources souterraines de Palestine ne diminue pas du tout. Israël, prenant prétexte de l'accord d'Oslo II de 1995, dans lequel les Palestiniens ont été d'accord pour laisser 80%, d'accord entre guillemets, pour laisser 80% des ressources des nappes aquifères à Israël. En sachant, il faut toujours se redire, que c'était un accord provisoire, intérimaire. Et pour en avoir discuté avec des Palestiniens, ils ont pensé que ça serait renégocié tout ça. Or, aujourd'hui, on est sur les mêmes quotas, et donc la dotation par personne en Palestine décroît, puisqu'on est toujours sur les mêmes 20%. Sauf pour les colons. Sauf pour les colons, sauf évidemment pour les colons, avec une distribution de l'eau qui est avec des tarifs tout à fait déséquilibrés entre colons et Palestiniens. Avec en plus un paradoxe qui fait que le plus grand distributeur des villes palestiniennes aujourd'hui est la Mekorot, établie sur les nappes de Cisjordanie, qui distribue l'eau à pas mal de villages palestiniens, de Bethléem par exemple, en tarifant à des prix supérieurs aux colons. Donc on aurait pu se dire, pour répondre, on aurait pu se dire qu'avec le dessalement de l'eau de mer, ça aurait pu être une opportunité, pour répondre à votre question. C'est-à-dire, plus on dessale, plus on va diminuer l'étreinte sur les ressources palestiniennes. Parce qu'après tout, pourquoi pas, si Israël, dans un processus de paix juste et durable, on venait à dire « Ok, on libère, on vous rétrocède une partie de vos ressources pour avoir un destin souverain à côté de nous », pourquoi pas le dessalement ? Il ne faut pas avoir peur de cette politique de l'offre qui permettrait de soulager. Sauf que je vois, et pour essayer de répondre à votre question, je ne vois pas un mouvement de sortie de l'étreinte sur les eaux de Palestine en même temps que ce dessalement de l'eau de mer s'accroît. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je ne peux pas aller jusqu'à dire ce que les Israéliens pensent. Ça serait de la surinterprétation. Voilà ce que je m'interdis toujours d'essayer de faire. Sauf quand je vois des déclarations. Mais là, je n'ai pas vu là-dessus. Merci infiniment, Pierre. Merci, c'était merci tout à fait passionnant. Bravo. Merci beaucoup.